Pour commencer cette émission, 1 an et demi après la mort du gendarme Éric Comines par un chauffard à Mougins, l'individu a été renvoyé ce mercredi pour meurtre devant la cour d'assises. Et si on a choisi de commencer cette émission précisément par cette information, c'est pour penser à cette jeune femme que vous voyez, la veuve du gendarme Comines, qui avait pris la parole et qui avait dit: la France a tué mon mari. Je vous propose de l'écouter parce que souvent on nous reproche parfois de ne plus parler d'un événement après qu'il a eu lieu, une sorte de droit de suite. Et c'est intéressant effectivement de suivre cette affaire. Et aujourd'hui, cette information est importante puisque cette personne sera donc renvoyée pour meurtre devant la cour d'assises. Écoutez ce que disait la veuve du gendarme Comines. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Le point judiciaire, précisément, avec Célia Barotte qui nous explique cette décision. Tout au long de la procédure, le conducteur capverdien et multirécidiviste a revendiqué le caractère involontaire de son action. Mais dans l'ordonnance de mise en accusation que nous avons pu consulter, les juges d'instruction estiment que la position du mis en cause est contredite par plusieurs éléments, comme la bonne visibilité des lieux, l'accélération délibérée du véhicule malgré les signes du gendarme, l'absence de manœuvre d'évitement et de freinage de la part du conducteur. Il y a également l'utilisation d'un véhicule automobile à vive allure, en l'espèce plus de 60 km/h. Le comportement du conducteur après les faits démontre, selon les magistrats, qu'il a eu conscience de leur particulière gravité et de leur nature criminelle, puisqu'il a tenté de dissimuler, de faire disparaître des éléments de preuve. De plus, les expertises psychologiques et psychiatriques du mis en examen ont révélé chez lui des traits de personnalité parfaitement compatibles avec un comportement criminel. Pauline Rago, l'avocate de la famille d'Éric Comines, a salué ce renvoi devant une cour d'assises. Pour elle, le signal envoyé par la justice est fort, je cite, percuter de plein fouet et à vive allure un représentant de la force publique à l'occasion d'un refus d'obtempérer est un des actes criminels les plus graves de notre état de droit et doit être jugé comme tel. La défense, favorable à une requalification des faits en délit d'homicide routier aggravé, se réserve le droit de faire appel. Bon, c'est important de penser aux victimes et en l'espèce à Madame Comines. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois, lors de la soirée qu'on avait organisée avec le JDD Europe 1 et CNews. Elle était venue sur la scène. Elle était, bon, déjà, c'était le moment, l'un des moments les plus bouleversants de la soirée. J'ai parlé avec elle avant et après. Elle est d'un courage hallucinant. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que la plupart du temps, quand vous êtes victime d'une injustice comme celle-là, vous pouvez être uniquement dans la colère ou uniquement dans la tristesse et disparaître. C'est ce qu'on demandait avant aux victimes, c'était d'être digne, donc de se taire. Et en fait, elle a aucun intérêt à parler publiquement, mais elle le fait parce qu'elle veut juste éviter que ce qu'elle a vécu arrive à d'autres. Et elle le fait en fait pour la cause, quoi. Et elle est d'un courage incroyable. Pas de commentaire particulier? Non, cette femme est d'une grande dignité et je pense que la justice, jusque-là, a bien fonctionné. C'est-à-dire que l'accusation est lourde, hein, c'est meurtre. L'analyse psychologique montre qu'il était tout à fait responsable de ce qu'il faisait. Je pense que l'avocat de la défense va avoir du travail. La guerre, bien sûr, avec ce qui se passe notamment au Liban et Netanyahou qui a pris la parole ce matin. Nous continuons de frapper le Hezbollah avec force, précision et détermination. À Beyrouth, nous avons éliminé, dit-il, le secrétaire particulier du secrétaire général de l'organisation terroriste. Nous continuerons de frapper le Hezbollah partout où ce sera nécessaire. Emmanuel Macron a réagi. Je viens de m'entretenir avec le président libanais Joseph Hanoun ainsi qu'avec le Premier ministre Salam. Je leur ai exprimé la pleine solidarité de la France face aux frappes indiscriminées. Et c'est le mot qui est peut-être sur lequel on peut revenir. Emmanuel Macron parle de frappes indiscriminées menées par Israël, qui est une accusation lourde et grave. Marine Le Pen également. Le devoir de notre pays est de protéger le Liban, sa population et sa souveraineté. Ce pays est une nouvelle fois la victime collatérale des tensions dans la région. Ce soir, le chiffre de morts est important. Il est au-delà de 200. 300 morts. On entendait le général tout à l'heure qui était avec Christine Kelly
prononcé des mots assez durs sur la politique d'Israël. Je me tourne, j'allais dire naturellement, vers vous. Alors, le bilan est lourd. La phrase du président de la République, comme souvent, est dénuée de sens. Ce n'est pas du tout un attentat gratuit. C'était les gens du Hezbollah qui étaient visés et la moitié, on évalue, à part un chef important, 200 membres du Hezbollah qui ont été éliminés. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens innocents qui ont été tués, mais dire indiscriminé, ça n'a aucun sens. Et j'indique que M. Macron eût été bien plus inspiré, alors que ça fait 1 an que le gouvernement libanais qu'il soutient s'était engagé à désarmer le Hezbollah, de l'inciter à le faire depuis 1 an, ce qu'il n'a pas fait, d'où les tirs de roquettes sur Israël. Mais je voudrais faire une remarque qui me tient à cœur. Les morts sont les morts, les morts innocents sont les morts innocents. Il y a 3 semaines, le Pakistan a envoyé une bombe sur Kaboul en Afghanistan. Il y a eu 400 morts. 400 sur un hôpital. Il n'y a pas eu le centième de médiatisation, que en la circonstance. Et donc, quand j'ai fait observer ça, les gens m'ont dit, mais oui, mais Israël, c'est un État démocratique. Mais pardon, si c'est un État démocratique, alors soyez solidaires d'Israël. Défendez-le, envoyez des armes, faites quelque chose. Si le prix d'un État démocratique, c'est d'être encore plus lourdement condamné qu'un État normal, alors je préférerais qu'on traite Israël comme le Pakistan. Bon, ce qui est tout à fait étonnant, disons-le quand même, c'est l'adjectif d'Emmanuel Macron. Frappe indiscriminée. En fait, tout à fait étonnant. Non, mais c'est-à-dire que ce qui se passe dans la gestion de ce conflit au Liban, c'est que jusqu'à présent, les frappes visaient le Liban Sud. Et on a vu d'ailleurs l'exode de centaines de milliers de Libanais, donc quitter ce territoire. Maintenant, les frappes visent le cœur de Beyrouth. Ça veut dire qu'il y a des dégâts collatéraux, le mot n'est pas joli, au niveau des civils. Vous ne visez pas que les membres du Hezbollah. Bien entendu, les membres du Hezbollah sont allés se planquer au milieu de la population civile, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne. Bon, ça fait forcément des dégâts et ça interroge sur la stratégie. Geoffroy Lejeune. Et puis sur le mot indiscriminé, si les chiffres dont on est en train de parler sont les bons, c'est-à-dire 300 morts dont 200 membres du Hezbollah, ça fait 1 personne sur 3 qui est morte aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec tout ça et qui n'a rien demandé. C'est beaucoup trop. Moi, je voudrais répondre à William, et c'est surtout pas défendable. Je voudrais répondre à William sur un sujet. Sincèrement, je comprends ta colère depuis maintenant plus de 2 ans, très sincèrement. Mais j'ai beaucoup réfléchi après le débat avec Vincent Hervouette mardi soir, le débat qui a duré un peu trop longtemps à votre goût. Et justement, c'est ça le cœur du sujet. On peut pas demander la même chose à Israël, qui est un État démocratique et qu'on défend pour ça, parce que c'est un des seuls de la région, qu'au Pakistan ou à l'Iran. Et la comparaison, évidemment, le Pakistan se rend coupable d'exactions et d'actes terroristes, et l'Iran de la même manière. Et c'est précisément parce qu'Israël est la démocratie de la région, et l'État de droit de la région, que quand ça arrive et que c'est Israël, à ce moment-là, on ne juge pas. Alors, je vais vous faire écouter ce que disait Robert. Vraiment un mot, Pascal, c'est trop important. Encore une fois, à condition qu'on traite Israël mieux que les autres, puisque c'est un État démocratique. Je voudrais te signale que les États démocratiques comme l'Amérique bombardaient Rouen et Nantes en 1945 sans qu'on ait dit que ça soit scandaleux, et c'était que des civils. Et ça, William, c'est très différent. Ils nous libéraient d'un occupant étranger. Là, les Libanais qui sont morts aujourd'hui ne sont pas des occupants du Liban qui sont là pour des mauvaises raisons. Ils n'ont rien demandé. Je vais vous dire. Un innocent, c'est un innocent. Je vais vous faire écouter Robert Ménard et je trouve qu'il traduit parfaitement cette question dans les mots les plus simples. Il était ce matin avec Laurence Ferrari et il comprend, comme nous pouvons comprendre, la position israélienne. Écoutez. Ils veulent se débarrasser d'un régime qui est une menace existentielle pour Israël. Il faut rappeler que ce régime iranien, il veut la destruction d'Israël. Attendez, vous auriez en face de vous des gens qui voudraient la destruction de la France, vous iriez discuter peut-être avec eux, vous essaieriez de trouver un accord. Bien sûr que non. Et oui, ils ont raison de vouloir réduire à rien le Hezbollah, qui est un danger pour leur propre population. Ils sont dans une vraie logique. Moi, je ne suis pas un fanatique de M. Netanyahou, c'est une chose, mais je comprends absolument la logique d'Israël. Je ne comprends pas la logique américaine dans cette histoire-là. Ce que je trouve bien, c'est que les Américains aident Israël, et donc du coup, ça me les rend sympathiques. Et s'ils peuvent nous débarrasser encore une fois de plus d'un certain nombre de salopards qui dirigent l'Iran, bonne nouvelle.
C'est-à-dire que bien sûr, la logique israélienne est très compréhensible puisque vous avez un pays qui veut vous tuer et qui vous fait faire disparaître. Donc le prix, effectivement, qui est abominable d'ailleurs, le prix de tuer des civils pour les Israéliens, c'est ça qui est abominable, c'est le prix sans doute à payer pour se débarrasser du Hezbollah. Alors ce soir, il y a quand même volte-face de Netanyahou qui demande de négocier avec le Liban. C'est ça qui est paradoxal aujourd'hui. Oui, mais c'est lié aux vérités, aux discussions avec l'Iran. Trump lui dit, mets un petit peu la caldouce parce qu'on veut avancer. Il y a volte-face aujourd'hui. Oui, mais c'est pas une volte. C'est pas par rapport à ce qui s'est passé à Beyrouth. C'est par rapport aux discussions générales avec l'Iran. C'est pas pareil. C'est une position qui est différente il y a quelques heures. Oui, mais c'est une évolution. Oui. André Vadini qui. Non, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Véronique Jacquier, avec ce qu'a dit Geoffroy Lejeune. Moi, Dieu sait si je comprends Israël et sa volonté d'en finir avec le Hezbollah, qui est une autre menace existentielle, comme celle de l'Iran par rapport à Israël. Donc je comprends tout ça, mais je pense que là, Netanyahou est allé trop fort et 300 morts, dont la moitié sont des civils qui n'avaient rien à voir avec le Hezbollah. C'est insupportable. Alors Gilles William dit on peut comparer avec le Pakistan, mais non, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Le Pakistan n'est pas un État démocratique. Israël se réclame de l'humanisme occidental d'ailleurs et de la démocratie, de la même façon qu'on ne peut pas rester indifférent au fait qu'Israël ait rétabli la peine de mort. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. L'actualité en France, c'est le rapport Charles Aloncle. 6 mois d'audition, 240 personnes, je crois, ont été auditionnées. Il y a eu 67 auditions et là, on est dans le temps du rapport. Et c'est vraiment très intéressant. Le rapport, il va être rendu le 27 avril. Il doit être voté par les 31 membres de la commission qui était cette commission qui a expertisé ce sujet. Bon, si le rapport n'est pas adopté, Voter, ça ne veut pas dire on est d'accord avec tout. Hein. Bien sûr. Et ça les engage pas beaucoup. Bien sûr, c'est simplement de le publier. Absolument. Bon, mais si le rapport n'est pas adopté, s'il n'est pas voté, non seulement il n'est pas publié, mais écoutez Charles Aloncle qui était ce matin sur Europe 1, parce que l'enjeu pour tous ces gens, c'est d'invisibiliser le travail de Charles Aloncle. Et c'est ce qu'on me dit qui pourrait se mettre en place entre, toujours pareil, l'extrême centre et l'extrême gauche, qui sont alliés dans cette affaire. Écoutez, monsieur Aloncle. Si ce rapport n'est pas adopté, c'est pas simplement la publication du rapport qui n'est pas permise, c'est l'ensemble des travaux de la commission d'enquête qui tombent instantanément. Donc toutes les vidéos des auditions, tous les comptes rendus des auditions doivent disparaître instantanément des sites de l'Assemblée nationale. Et si vous récupérez des éléments qui ont été révélés dans le cadre des auditions de cette commission d'enquête, il y en a eu beaucoup, il y en a eu près de 70, vous êtes passible de poursuites pénales. C'est arrivé une seule fois qu'un rapport ne soit pas voté. Une seule fois. Jamais, et c'est Gilles William qui le disait avant de commencer l'émission, jamais un homme n'a été aussi attaqué dans sa position de rapporteur, bien sûr. Cette commission a été vilipendée. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. Tous les gens qui venaient, non seulement ne voulaient pas répondre, mais ils ne comprenaient même pas pourquoi on les interrogeait. Oui, moi j'ai connu des commissions d'enquête, j'en ai présidé une d'ailleurs sur l'affaire Doutreau. Le rôle du rapporteur est souvent celui d'un accusateur. D'un procureur, oui. Et d'un procureur. J'avais fait un lapsus d'ailleurs, je me souviens, pendant une audition. Le rapporteur s'appelait Philippe Houillon, député, avocat, député UMP, que tu connais. Oui. On faisait un très bon tandem tous les deux. Je l'ai appelé monsieur le procureur, monsieur le rapporteur. Et il était en but aux magistrats, notamment au syndicat de magistrats et à beaucoup de milieux judiciaires. Donc, le rôle de rapporteur est celui de pousser les feux. Oui, c'est pas gênant d'être procureur ou accusateur. Et il a été vraiment, il a vraiment poussé les feux. Hein. Il est allé très loin. On sentait qu'il avait quand même un a priori très négatif sur l'audiovisuel public. Mais pardonnez-moi. Mais pourquoi pas? Mais il était quand même très hostile à l'audiovisuel public. On a appris que vous avez des gens qui ont négocié des départs à 500 000 euros et qu'ils ont monté une boîte privée où ils sont allés dans des sociétés qui étaient avec France Télévisions. On a appris qu'on a un directeur de France Télévisions qui a un emploi à France Télévisions et qui est adjoint à la mairie avec Anne Hidalgo, 2 emplois à temps plein. On a appris les suites du Majestic. On a appris des voitures de fonction qui servent également dans le privé de ça. Mais on a appris 50 000 choses.
Invraisemblable. On a appris qu'il y avait simplement 3 sociétés qui faisaient 80% des émissions de flux. Media One. Bon, voilà. Non, mais je pense. Moi, je vous assure, on a appris beaucoup de choses. Justement, moi, j'essaie de positiver cette commission d'enquête parce que je suis très attaché, comme vous tous, je pense, à l'audiovisuel public. J'y suis. Oui. Sauf Gilles William, on est tous attachés à l'audiovisuel public. Non, mais ce que je dis là, attendez, Pascal. On a appris que M. Sidbon Gomez, numéro 2 de France Télévisions, il n'a eu qu'un travail dans la vie. Un seul, employé d'Europe Écologie Les Verts. Oui. Numéro 2 de France Télévisions. Oui, vous imaginez quelqu'un qui aurait été salarié du Rassemblement? Maintenant, il faut mais oui, mais on a suivi tout ça. Il faut voir ce qui va se passer. On l'a appris. Je pense que l'audiovisuel public peut ressortir plus fort de ce qui s'est passé parce que des déviations, des abus, des choses comme ça. Et les enquêtes à charge sur Hanouna, et les enquêtes à charge sur CNews, et les enquêtes à charge sur Bardella. Je pense que ça peut être salutaire pour l'audiovisuel public. Je pense qu'on a resserré les boulons sur le plan de la gestion. Mais ça vous choque. Il y a des choses qui m'ont choqué, oui. Il y a des choses, mais je suis attaché à l'audiovisuel public. J'y suis très attaché. Vous êtes attaché à ça coûte 4 milliards. Oui, je pense que c'est pas... Ça coûte 2,3 milliards à France Télévisions et le tout coûte 4 milliards. Vous dites pas non, ça vaut 4 milliards. C'est pas salutaire pour l'audiovisuel public, ça peut le devenir. Salutaire pour les Français, parce que les Français ont appris beaucoup de choses et qu'à mon avis, il y aura un avant et un après. C'est-à-dire qu'on retient des chiffres, 4 milliards, ce que coûte l'audiovisuel public, système. Le déficit. Voilà, le fait qu'il y a un système d'ailleurs, entre guillemets, politico-médiatique qui est dénoncé, entre guillemets, et qu'on considère comme populiste, bah là, on a la preuve que ce système, avec des collusions d'intérêts, existe. Donc il y aura un avant et un après. Oui. Et ça fait aussi bouger au sein de France Télévisions. Oui. L'externalisation, ça m'a choqué aussi. L'externalisation pour faire des émissions bien avec sûr, 4 personnes. Avec des montants considérables. Et bien sûr que tout ça est choquant. Mais justement, il faut que France Télévisions resserre les boulons, que la gestion soit plus rigoureuse. D'où l'utilité de cette commission. Vous êtes bien indulgent parfois pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Oui, d'autant que je te fais quand même remarquer que le rapporteur LFI, je crois, de C8, qui s'occupait de C8, était largement autant prévenu contre ce qu'on appelle les chaînes Bolloré que Monsieur Aloncle par rapport aux chaînes publiques. C'est la démocratie, ça. Non. C'est bien qu'il y ait des commissions d'enquête qui remettent des choses comme ça. Non, Monsieur André, c'est que la différence, c'est que celui dont je parle n'a pas essuyé le quart de la moitié des injures, des invectives, notamment des compagnons de route de l'audiovisuel public, style Le Monde et Libération, que Charles Aloncle n'en a essuyé. Mais il peut arriver, je suis certain qu'il peut arriver ce qu'il arrivera. Ils veulent le publier, peu importe, rien ne sera jamais comme avant. Même moi, qui assume mon obsession par rapport aux excès de l'audiovisuel public, j'en ai appris des choses. Oui. Sur la gabegie et sur les passe-droits, je vous assure que j'ai pas perdu mon temps. Bon, on va marquer une pause. Vous avez lu Paris Match ce matin, les uns les autres? Non, j'ai vu ce qu'il y avait dans Paris Match, j'achète pas Paris Match, mais je sais ce qu'il y a et qui vous intéresse beaucoup. Et j'ai un petit mot à dire sur ce sujet. J'ai même 3 mots à dire sur ce sujet. Ah ben alors ça c'est du bon teasing. Oui. Vous voyez, personne ne sait de quoi on parle encore. Hein. Toute la France sait de quoi on parle. Ben dites-le. La une de Paris Match, on en a parlé hier. Voilà. Mais parce qu'effectivement, ça c'est tout à fait la conversation que les uns et les autres ont eu peut-être à la machine à café ce matin. Oui. Vous croyez que sincèrement que ça intéresse les Français? Un peu quand même. Je pense que ça, oui, ça les fait parler. Oui, voilà, bien sûr. Ça les fait parler, bien sûr. Ça les fait réagir. De toute façon, on verra la une, vous savez, on verra la une de Paris Match. On verra les ventes de Paris Match. Oui, ça fait réagir. Autrement, rien ne fait réagir. Je me posais la question parce que c'est vrai qu'il y a une grande tradition de ces unes à la limite du people et de la politique qui ont très très bien marché. Et je me suis demandé si dans la France de 2026, c'était toujours aussi important. Vous avez raison. Je sais pas. Hein, alors, mais ça l'est moins. Vous croyez que ça l'est moins? Ok. Ah bah, ça l'est moins. Mais on en parle après la pause. Oui, pardon. À tout de suite. Vous le savez, on en a parlé hier soir, a révélé des photos exclusives prises en Corse de Jordan Bardella aux côtés de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Et c'est vrai que ça a fait réagir aujourd'hui beaucoup de personnalités, puisque c'est un événement qui n'est pas people, mais qui est aussi un événement politique par définition. Alors je vous propose d'abord d'écouter Marc Brincourt, Marc Brincourt a longtemps dirigé le service photo de Paris Match, et on s'interrogeait si c'était une paparazzade ou si c'était une photo posée avec l'accord des uns et des autres. Et on pense évidemment plus vers la deuxième solution. Mais écoutez quand même Marc Brincourt, il était avec nous ce matin. Pour moi, c'est un coup, et c'est une information, et c'est une paparazzade. Pareil, il y a 2 sortes de photographes qui font une paparazzade. Il y a ceux qui, un peu comme Rostand souvent,
vont au contact, c'est-à-dire que voilà, il va pas prendre son 800 et se retrouver à 800 mètres. Et il y a ceux qui sont très loin. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que on croit que c'est une fausse paparazzade. Pourquoi? Parce que techniquement, souvent, un des deux ou le paparazzi va repérer quelque chose. Et là, tout d'un coup, c'est pas sûr qu'il va voir qu'il y a un photographe, mais il va regarder vers cet endroit. À partir du moment où il regarde, ça y est, c'est une fausse paparazzade. C'est vrai que le regard a l'air complice, mais pas du tout. Marc Brincourt, le fils de Christian Brincourt, qui est décédé il y a peu de jours, grand ami de Jean-Paul Belmondo, qui aurait eu 93 ans aujourd'hui, ce 9 avril. Vous savez d'où vient le mot paparazzi? Ça vient du film La Dolce Vita, parce que Mastroianni, dans ce film de Fellini, joue le rôle d'un photographe qui essaye de piéger les vedettes, et il s'appelle Paparazzo. Et c'est devenu paparazzi. Ouais. Voilà. Eh bien, c'est intéressant. C'est ma contribution au débat. Non, mais c'était ça que vous aviez prévu de nous dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, la pipolisation de la politique, il y a longtemps que ça existe, vous l'avez dit ce matin, ça a commencé avec Georges Pompidou, Giscard, Mitterrand, tout le monde l'a fait, Chirac, Sarkozy, Hollande parfois à son corps défendant, enfin tout le monde a fait de la pipolisation. Donc, je confirme que c'était à son corps défendant. Il y a deux choses. Il y a une façon très positive, un peu naïve, de réagir, et je pense qu'il y a des gens qui réagissent comme ça, et tant mieux pour eux. C'est-à-dire, c'est une belle histoire d'amour, on l'espère. Un fils des classes moyennes françaises avec une princesse riche héritière, c'est bien. Il y a une façon plus négative, un peu esprit chagrin de réagir, qui consiste à dire comment va-t-il pouvoir continuer à défendre les classes populaires s'il est avec une riche héritière? Et puis, il y a une troisième façon plus sérieuse, à mon avis, d'analyser ce qui se passe là autour de cette photo de Paris Match, de ces photos de Paris Match, c'est de considérer que ça participe de la dédiabolisation du Rassemblement national. Pour que ça passe dans Paris Match, il a fallu que Jérôme Béglé demande à M. Arnault l'autorisation que ça passe. Bernard Arnault a vu Marine Le Pen il y a quelque temps, et donc voilà le résultat. Mais ça, c'est une interprétation que vous faites ou c'est des infos que vous avez? Ah ben j'ai entendu comme vous, tout le monde sait que Marine Le Pen a vu Bernard Arnault. Ah bon, vous le saviez pas? Vous savez tout. Non, mais je pense que Marine Le Pen voit tout le monde, surtout. Oui. Je pense qu'elle voit Bernard Arnault et elle voit tous les grands patrons, forcément, français. Et elle voit, en fait, Marine Le Pen, elle doit voir tous les acteurs économiques, sociaux, politiques, religieux du pays. Donc, quand t'es Marine Le Pen, vous voyez la mise en perspective. Quand t'es Marine Le Pen, non, mais quand t'es Marine Le Pen, que tu vois Bernard Arnault, qui est l'homme, a priori, le plus riche du monde, c'est normal. Quand tu veux être président de la République. Mais tu dois voir aussi, j'imagine, le plus haut niveau du clergé en France, le plus haut niveau... Les syndicalistes. Oui, mais de mettre un lien, comme vous le faites, entre, pourquoi pas, un rendez-vous avec Bernard Arnault et cette photo... Est-ce que vous pensez que ça, dans Paris Match cette semaine, on n'a pas demandé l'avis de Bernard Arnault? Non, mais Jérôme Béglé n'a pas demandé à Arnault... je ne vous dis pas ça, mais il n'y a pas de rapport avec le fait que Marine Le Pen ait vu Bernard Arnault. C'est ça, quoi, je pense pas, en tout cas. Je peux répondre sur le sujet Bernard Arnault, Marine Le Pen, etc. Mon premier réflexe, c'était de me dire, tiens, c'est pour la dédiabolisation, etc. Mais en fait, je me suis souvenu qu'il y a une photo très très célèbre de Jean-Marie Le Pen avec ses filles dans Paris Match, ce qui veut dire qu'il y a 30 ans, en fait, le Front National de l'époque, qui n'était pas l'équivalent du Rassemblement National aujourd'hui, en fait, avait déjà des photos dans Paris Match. C'était devant Montretout, la maison de Jean-Marie Le Pen. C'est une tradition pour Match. Et la deuxième chose, c'est que ce serait très très étonnant aujourd'hui de la part du directeur de Paris Match de dire on ne le fait pas parce que c'est le Rassemblement National alors que c'est le premier parti de France. Alors j'ai vu effectivement c'est Monsieur Corbière qui a fait ce tweet qui lui-même est passé dans Paris Match et qui lui-même est passé dans Paris Match et il était avec son épouse Raquel Garrido. Donc bon. D'ailleurs Paris Match c'est un journal populaire donc il faut pas qu'ils choisissent politiquement quelque chose. Ils font tout le monde et ils ont raison. Non mais ce dont ça témoigne. Oui, alors, pardonnez-moi, mais ils font aussi d'une certaine manière, parce qu'on a montré ce matin la une avec Éric Zemmour, il n'est pas mis en valeur de la même manière. Voilà, quand vous voyez cette une Éric Zemmour et sa très proche conseillère, forcément, c'est pas la même photo. Mais là, on va pas se raconter, ça c'est une vraie paparazzade, sans doute d'ailleurs. Voilà. Bon. Non mais ce qui est un signe, indépendamment Arnaud, par Arnaud, etc., c'est que moi, très sincèrement, on en parle maintenant, ça ne m'est pas venu à l'idée de me dire, tiens, c'est un signe de normalisation que Bardella soit dans cette situation-là. Tellement c'est devenu normal. Non, mais en revanche, c'est un signe de légitimation de l'homme pour accéder au pouvoir. Et pardonnez-moi, mais dans l'inconscient qu'un homme qui va y accéder au pouvoir soit accompagné d'une belle femme, d'une jeune femme, et qui ait ce côté glamour, ça encourage évidemment une présidentialité. Oui, mais c'est là, et je peux rejoindre Geoffroy,
est-ce que tout cela a l'importance que ça avait il y a 30 ou 40 ans? Aujourd'hui, je pense que si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes hétérosexuel, si vous êtes homosexuel, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, je pense que je suis pas sûr que les gens... Ce que veulent les Français en 2027, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui change le pays, qui réussisse ce que n'a pas réussi Emmanuel Macron. Le reste, qu'il soit marié, sa sexualité, ses enfants, je veux pas dire que ça m'est égal, mais c'est pas exactement là-dessus pour le... Ça dépend des situations, ça peut dire quelque chose d'un homme. Oui, mais ça veut beaucoup dire d'un homme. Voilà. Évidemment, ça veut beaucoup dire d'un homme, mais c'est pas... il me semble que là, je peux rejoindre Geoffroy, que les choses ont un peu évolué. Alors, écoutons ce que disait... Remarquez un truc, ça aurait été, je pense, inimaginable il y a 15 ou 20 ans. Il y a pas mal de responsables politiques de très haut niveau dont on ne sait absolument rien de la vie privée, c'est pas un problème. Marine Le Pen, on ne sait pas du tout. Oui, elle l'a toujours masqué. Voilà. Elle l'a toujours, parce que je pense qu'elle a souffert de la vie publique et elle a protégé notamment ses enfants. Elle se fait pas harceler de questions. Édouard Philippe est très discret. Sébastien Lecornu, il en fait pas état. Enfin, il y en a quand même. Jean-Luc Mélenchon, on ne sait pas du tout. Et en fait, c'est pas... Jean-Luc. Bon, écoutons en tout cas ce que disait Catherine Ney, parce que c'est toujours d'abord un bonheur d'écouter Catherine Ney. Elle était avec nous sur Europe 1 cet après-midi et c'était formidable vraiment d'être avec elle durant ce moment. Jordan Bardella, que j'avais vu pour les 200 ans, j'avais vu arriver avec cette jeune femme, il y avait ses parents derrière, et surtout repartir avec elle, enfin le chauffeur, la voiture, la limousine noire. Je trouvais que c'était d'ailleurs esthétiquement assez parlant. Et donc, quand aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passera dans un an, mais il est numéro un dans la liste des présidentielles. Eh bien, il faut se préparer. Parce qu'admettons qu'il soit élu. Bon, est-ce qu'il va arriver un jeune homme seul à l'Élysée ? Parce qu'il va quand même pas amener sa régente, Marine Le Pen, avec lui. Vous voyez ? Donc, il faut bien penser à l'avenir. Il a déjà fait savoir qu'il serait heureux d'avoir un enfant. Donc, s'il vient à l'Élysée, un palais qui a appartenu à la duchesse de Bourbon-Conti, donc une cousine, vous voyez, genre ça il y a très longtemps, il amène une femme qui a des codes et en tous les cas, il raconte une histoire aux Français. Moi, je crois que un président, et bien sûr, il y a les idées, il y a ce qu'il est devenu, ses campagnes, ses idées, les polémiques, mais il faut raconter une autre histoire personnelle. C'est un bonheur d'écouter Catherine Ney parce qu'elle est tellement intelligente et elle est tellement drôle. Intelligente, cultivée. Voilà. Mais elle a raison sur le fond. Il faut raconter un récit. Alors ça contredit un peu ce qu'on disait tout de suite. Mais il faut raconter une histoire aux Français. En tout cas, lui. Et cette histoire, oui. Lui, il le fait vraiment pour le coup. Il coche tous les codes de la politique à l'ancienne. Jordan Bardella, malgré son âge, il a fait 2 livres en 1 an et demi quand même. Le Paris Match maintenant. Enfin, il est dans une comment dire. C'est pour ça que peut-être les électeurs pourront lui reprocher d'être un peu dans l'établissement, de vouloir se soumettre aux lois de l'établissement. Moi, je peux comprendre il doit analyser en se disant Chirac est passé par là, Mitterrand est passé par là, tout le monde l'a fait, donc je me construis comme ça. C'est bon. De classicisme. Alors c'est vrai que Match et Emmanuel Macron, je crois qu'il y a eu une dizaine de unes entre 2016 et 2017, dont celle-là, avait été une des plus célèbres, et c'est vrai que Match a raconté une histoire qui a plu aux Français, manifestement. Et puis vous allez voir au travers de une de Match, on les avait montré ce matin, Nicolas Sarkozy, ça c'était Pascal Rostin qui avait fait cette photo. Exceptionnellement, c'était pas une paparazzade, parce qu'il a beau être très doué, Pascal Rostin, il rentre pas dans le bureau quand même du président de la République sans que ça se voit. Il y a cette image très célèbre du couple Pompidou, c'est en Bretagne, et c'est une très très belle photo de Georges Pompidou et de son épouse. C'était 2 intellectuels à l'époque qui étaient à l'Élysée, et les Français avaient été touchés, et puis les Français avaient appris effectivement la fille cachée de François Mitterrand par Match. Donc Match raconte aussi l'histoire de France. Regardez comme on en dit beaucoup cette image, ces jeunes gens bien habillés dans un monde bourgeois. Elle dit beaucoup de choses. Forcément, une image en dit parfois plus. Et ça, c'était une image à la Boisserie très célèbre. C'était en 54 où Charles de Gaulle avait accepté qu'un photographe reste pendant 48 heures. C'est ce que nous expliquait Marc ce matin. Et c'était intéressant de revenir là-dessus. Dans l'actualité, Robert Ménard était là ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez le réécouter parce que c'était très fort. Et notamment, il a parlé de sa fille. Ah oui. Et il a écrit un livre qui s'appelle Lettre à Clara. Comment peut-on être si proche et en apparence si loin ?
Il parle à sa fille, il sera avec nous demain à 10h pour parler exclusivement de ce livre. Vous qui avez un jeune enfant, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Malgré l'amour entre eux, il explique qu'il n'a plus de conversation politique avec sa fille. Parce qu'elle vote LFI, non, c'est ça? Elle vote LFI. Ah oui, le Seigneur lui a envoyé cette épreuve. Donc, écoutez ce que dit Robert Ménard sur sa fille. Il sera avec nous demain. Je l'aime à ce point. Je sais qu'elle m'aime parce qu'elle m'envoie des SMS, je t'aime, enfin, ce que vous devez vivre comme moi. Et comment, aujourd'hui, on en est contraint à la maison d'éviter tout un tas de sujets, parce qu'on se voit moins souvent, évidemment, avec ses frères et tout. Chacun a sa vie. On se voit, par exemple, à Noël. Et à Noël, avec Emmanuel, ma femme, on se dit, tiens, on va pas parler de ça, pas parler de ça, pas parler de ça. Parce que comment il y a ça? Est-ce que c'est simplement une affaire de génération? Vous savez, moi, je me suis construit, vous savez, on dit tout le temps, on se construit contre ses parents. Ou est-ce que c'est plus profond que ça? Et je veux pas lui faire l'insulte à ma fille de lui dire « Oh, ben tu sais, c'est parce que tu as 20 ans ou 24 ans que tu dis des choses comme ça, tu verras Donc quand tu c'est pas seras... » ça? C'est que la jeunesse de notre pays a été infiltrée? Oui. Non, Elle a été quoi? elle réagit pas comme nous. Et sur des choses, elle a raison. J'ai changé grâce à ma fille. Ce que j'essaye, c'est de pas renvoyer ça à sa jeunesse, d'essayer d'écouter ce qu'elle me dit. Moi, j'ai envie de devenir un vieux con qui croit qu'il a raison sur tout. C'est formidable, d'abord parce qu'il parle avec une sincérité, une authenticité qui tranche tellement avec ceux qui prennent la parole. Mais il faudrait sa force. faudrait rafraîchir la mémoire de Robert, hein, Oui. sincèrement. Moi, Pourquoi parce que Robert, c'est un type que je connais depuis 40 ans. Il a commencé. On était ennemis jurés au début. Il était gauchiste. Moi, je l'ai connu gauchiste. Reporter sans frontières, pardon de le dire, était gauchiste. Il a évolué, je veux dire. Il faut lui rappeler que lui aussi, il a été jeune. Il parle de jeune con. Il a été jeune. Avant que je devienne son avocat, je peux vous dire que j'étais son adversaire. J'allais m'engueuler contre lui parce que c'est le type le plus ouvert du monde. Il est inclassable, ce mec. C'est le plus ouvert du monde. Et j'allais m'engueuler, je crois que c'était iTélé à l'époque où il était, ou n'importe quoi. On avait des engueulades avant de devenir amis. Donc il faut lui rafraîchir la mémoire. Alors écoutez, je suis en train de penser à l'émission de demain. Ce passage que vous venez de faire à l'instant, on va lui passer. Ah bah oui. Donc si vous avez en plus quelque chose à lui dire, c'est le moment. Que je l'aime. Ah bah c'est tout. Ah bah oui. Voilà. Bon, mais comment dire, les différences générationnelles, c'est intéressant. Il dit, est-ce que c'est simplement une génération ou est-ce qu'il y a autre chose? Moi j'ai une théorie, parce qu'il vient en effet de la gauche radicale. Peut-être que c'est héréditaire. Lui, il est guéri, mais sa fille, pas encore. Allez savoir. Non, mais il y a quand même une jeunesse qui vote LFI, et je pense que c'est compliqué à la maison avec des parents qui ne sont pas de la même couleur politique, tout simplement parce que c'est aussi une jeunesse a souvent voté à la gauche. violence politique. Non, mais la jeunesse a souvent voté à gauche. Oui, elle a souvent voté à gauche, mais peut-être qu'on considérait l'autre comme un adversaire et pas comme un ennemi. Or maintenant, l'autre est considéré comme un ennemi, donc les ennemis sont aussi à la maison. C'est peut-être que ça explique la fracture générationnelle. Pareil, il a une chance incroyable. C'est évident qu'il y a moins de tolérance qu'il y a 30 ou 40 ans. Même s'il y a toujours eu des combats. Attention, il y a toujours eu des combats et des débats. Il a une chance incroyable parce que moi je me souviens qu'il m'en avait parlé il y a 10 ans de sa fille qui était végane, etc. et qui était en train de devenir très à gauche. Je crois, je veux pas parler à sa place, mais... Végane, c'est pas très à gauche. Mais c'est vrai que souvent les véganes sont à gauche. Voilà, il y a des végétariens de droite, hein, moi je vous le dis. Vous parlez pour vous? Ouais, par exemple. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que les véganes sont plus à gauche qu'à droite? Certains sont des véganes idéologiques. Oui, il y a un peu d'idéologie. Ce qui n'est pas le cas de William. Il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Chacun sait. Mais dans le cas de Robert Ménard, il y a une chose qui est formidable, c'est que malgré cette divergence qui en fait n'est pas nouvelle, ils ont gardé l'amour. Il y a énormément de familles où pour le coup ça devient des sujets de rupture en fait. Ah si. C'est pas parce que vous êtes épargné, Pascal, que non, je vous promets, les LFI et RN dans la même famille, ça peut très très mal finir. Ah bah, là, vous prenez un cas, effectivement, LFI et RN dans la même famille, mais bon. LFI et LR, hein, ça marche aussi. Hein. Et bon, c'était les familles, en 40, les familles étaient pétainistes et gaullistes, et les frères ne se parlaient parfois pas. Je pense qu'on vit une société plus violente quand même, y compris là-dessus, et moins tolérante. Bon, et puisque vous parlez de tolérance, est-ce que vous avez vu alors, on peut trouver toujours que c'est dérisoire, bien sûr, mais dans l'émission C'est à vous, une blague attribuée à Fabien Roussel et rapportée par Patrick Cohen sur la grossesse de Marie Tondelier a provoqué un malaise sur le plateau. Vous êtes au courant de cela? Et Fabien Roussel a été obligé de présenter ses excuses, c'est pour ça que j'en parle, d'ailleurs à la patronne des écologistes. Vous êtes au courant également de cela? Rien. C'est pour ça qu'on vient. Bah oui, par ailleurs, on nous prévient des thèmes, mais c'est vrai que c'est jamais les thèmes qu'on nous annonce. Jamais.
D'abord, je trouve étrange qu'on vous prévienne des thèmes, parce que moi-même, on ne me prévient pas. Mais moi, je peux vous lire le message qu'on a reçu. C'est que des fausses pistes. Hein. Ah, ouais. Ah bon? Bah oui, vraiment. Qui vous envoie un message? C'est des gens très 2 heures gentils. avant, on nous envoie les thèmes, et en général, c'est pas les bons. rien à Mais voir. qui? Non, mais arrêtez. Rien. Non, non. Je procède par élimination. On a appris Je sais bien, je peux 40%. oui, ça, voilà. Oui. Bon, je vous propose de voir cette séquence. Et alors, ça se passe donc sur le plateau de C'est à vous. Manifestement, c'est Bertrand Chameroy, qui interpelle Monsieur Cohen, puisque Monsieur Cohen dit, tiens, il s'est passé quelque chose hors antenne, visiblement. Et Monsieur Cohen dit, non, je vais pas te le dire. Et puis il insiste, et écoutez cette séquence. Je vous le dirai après. Ah bah non. Hein? Vous en avez trop dit ou pas assez, Patrick? C'était à propos de la grossesse de Marine Tondelier. Bah. Il a dit qu'il avait fait un don de sperme il y a 1 mois et demi. Oh non. Il a osé faire ça. Eh bien, voilà. C'est des impressions Bon, bah, c'est la dernière fois qu'on voit ça. Bonne soirée. Moi, je vais demander allez. Merci. C'est pour les rideaux que c'est magnifique, mais là, on peut difficilement rester merci. Non, c'est quand même compliqué. Allez, au revoir, merci. Attention au rail, hein. Mais revenez. Non, pas possible. On a de l'eau plate. Il y a un dessert ou pas? Mais on peut pas se passer de vous, il y a de l'eau plate. Voilà. Oui. C'est pas très délicat. Non, c'est pas très de élégant. rappeler. C'est pas ce qui caractérise non plus cette émission. Alors Fabien Roussel s'est excusé. Il a bien fait. Oui. Mais c'est pas très délicat, pour le moins de la part de Monsieur Cohen. Je pensais que c'était un bel esprit quand même, Monsieur Cohen. Je suis un peu Vous déçu. tombez de haut. Je suis un peu déçu parce que je me suis déjà excusé personnellement auprès de Marine Tondelier il y a une semaine. Je lui présente à nouveau mes excuses publiquement aujourd'hui, à elle comme à celles et ceux que les propos ont choqués. Il y a un vrai esprit de sérieux quand même. Patrick Cohen, c'est quand même d'une goujaterie sans nom. Non, mais. Je le pense, effectivement, et ça en dit, forcément, là aussi, ça dit des choses. Rima Hassan, hier, on vous avait montré cette séquence entre Thomas Porte et Gérald Darmanin, la réaction de Darmanin à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des insultes. Bon, mais alors, Monsieur Pascal Garbarini était avec nous ce matin, et on écoutera sa réaction, mais j'ai une info à vous donner, parce que les gens vont être poursuivis. Tous ceux qu'il a cités vont être poursuivis sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est intéressant. Je vous rafraîchis la mémoire avec Thomas Porte qui s'adresse à Gérald Darmanin. Jeudi dernier, notre camarade et eurodéputé Rima Hassan a subi une garde à vue illégale et indigne d'un état de droit. Un acharnement judiciaire, politique et médiatique qu'elle subit depuis plus de 2 ans au nom de son engagement contre le génocide à Gaza et qui témoigne de la disparition progressive de l'état de droit sous le règne d'Emmanuel Macron. Au moment où Israël continue d'assassiner les Palestiniens dans la bande de Gaza, amplifie la colonisation en Cisjordanie et annexe une partie du Liban, la France se terre dans le silence, préférant organiser la chasse au soutien de la Palestine. Je veux redire ici, au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, notre totale et pleine solidarité avec notre camarade et eurodéputé Rima Hassan. Vous avez souhaité mettre particulièrement en danger un magistrat, porte-parole du ministère de la Justice, qui a déposé plainte, vous ne l'avez pas signalé, ce matin pour diffamation, devant les informations que vous relayez. Et je vais lire les tweets qui s'en sont suivis sous votre Twitter que vous n'avez pas condamné, ni même supprimé. Encore un putain de juif. C'est ce qu'il faut penser, et penser correct, c'est abject. Entrisme sioniste, Sacha Strauss-Kahn, vérifiez bien ces liens avec l'entité nazi-sioniste. Le ministère de la Justice avec des juifs complices d'Israël pour salir. Le nom, oh, Strauss-Kahn, comme c'est étonnant. On le sait, ça m'étonne pas qu'il soit juif. J'imagine qu'il voue une allégeance inconditionnelle à un État génocidaire. Strauss-Kahn, incroyable ces coïncidences. Citez son nom, Sacha Strauss-Kahn, c'est déjà un début d'indice. Oui, monsieur le député, j'ai fait mon travail. Depuis ce matin, l'inspection de la justice est saisie. Faites le vote et condamnez l'antisionisme et l'antisémitisme qui est dans vos rangs. Pascal Garbarini était avec nous ce matin, écoutez ce qu'il a dit. Vous vous rendez compte, dans l'enceinte du Parlement, de traiter, de dire des choses comme ça, quand tu es député, ou tous ces gens qui, juifs, Strauss-Kahn, mais c'est de l'antisémitisme noté, marqué, et là, il est trop court, le garde des Sceaux, avec tout le respect que je lui dois, il doit poursuivre lui-même. Il doit demander à ce que des poursuites soient engagées pour découvrir qui sont les personnes qui sont derrière les comptes X ou Twitter. Vous avez raison, vous avez parfaitement tant qu'on ne bloque pas cela, eh bien, il y aura toutes ces dérives antisémites.
Et j'ai eu les services du ministre de la Justice aujourd'hui, et effectivement, il y a poursuite, il y aura poursuite, mais alors il y a 300 personnes, ça va être très très compliqué de poursuivre tous ces gens-là. Je dois vous dire également que Rima Hassan a porté plainte à Paris pour violation du secret professionnel, a annoncé son avocat après la divulgation par la presse d'information relative à sa garde à vue le 2 avril dernier pour apologie du terrorisme. De la drogue de synthèse avait été retrouvée dans ses effets personnels et l'eurodéputé avait été mis en examen avant que le parquet ne classe l'enquête sans suite. Donc c'est quand même l'information importante. Il y a manifestement pas de drogue, en tout cas, qui a été retrouvée ou qui mérite que le parquet puisse ouvrir une enquête. Et nous devons le dire. Nous devons vous le dire. Mais alors, cela étant, et je parle sous le contrôle de mon frère Vali, c'est quand même particulier parce qu'il y avait comme mon confrère qui est chargé de la défense des intérêts d'Hamassan, parmi son système de défense à l'époque, c'était de dire, mais de toute manière, la valise de Madame Hassan, elle est restée ouverte pendant des heures, plutôt que de dire, elle n'a jamais pris de drogue. Donc c'était quand même une invitation à la suspicion. Hein. C'était un drôle d'argument. Alors Caroline Fourest, qui est journaliste et réalisatrice, directrice de la rédaction de France Inter, elle était invitée sur LCI hier et elle a dit « Il n'y a rien de surprenant, j'allais dire de stupéfiant à retrouver de la drogue de synthèse dans les affaires de Rima Hassan, même en petite quantité. » Au regard de ce que nous savions du parcours de Rima Hassan avant même qu'elle devienne parlementaire, puisque nous avons en notre possession des messages où elle raconte sa consommation de drogue dure et de synthèse. Ce sont des messages qui ont une dizaine d'années, ce sont des messages qui parlent de cocaïne, d'ecstasy et de mélange et parfois de consommation quotidienne dont elle s'inquiète. Et c'est évidemment la responsabilité de Caroline Fourest, qui le disait hier sur l'antenne de LCI. Le voile, c'était très maladroit. Alors, c'est quand même très intéressant ce qui se passe avec le voile de M. Nunez. C'est-à-dire que nous avons souligné, exhumé ce qu'il avait dit à la Grande Mosquée. Je crois qu'on a été les seuls sur l'antenne de CNews à souligner qu'il faisait parler le président de la République et il disait, on en avait parlé avec André Valigny, que le président de la République était très attaché à développer l'islam. Hier, au Sénat, visiblement, il a dit que c'était maladroit. Et là, il fait une interview dans Le Figaro qui vient de sortir. J'ai commis une maladresse. La République n'a évidemment pas à s'occuper de la promotion de l'islam. Ça sera demain. Oui, je comprends, je l'assume. Bon, c'est devenu effectivement, non pas une affaire d'État, mais c'est une affaire importante. Et je le répète, si CNews n'est pas là pour exhumer d'abord cette phrase et puis demander des comptes, de dire mais cette phrase, pourquoi a-t-elle été dite ? L'espace médiatique n'en parle pas. Eh ben, vous vous souvenez de ce que j'avais dit? Je pensais effectivement que il avait eu un mot de trop, le mot développer, le verbe développer l'islam était de trop. Et j'avais dit aussi qu'il manquait d'expérience politique. C'était un bon préfet de police, c'était un bon directeur général des services de surveillance du territoire. Mais de là à être ministre, vous savez ce que disait Richelieu? Richelieu disait, la première qualité de l'homme d'État, c'est de connaître le sens des mots. Et là, visiblement, Nunez, il s'est laissé emporter parce qu'il n'avait pas de papier quand il a dit ça. Et il manque d'expérience politique. Il aurait jamais dû dire le mot développer, c'est sûr. Alors, l'Élysée, paraît-il, c'est ce que vous disiez hier, sinon c'est ce que disait notre ami Louis Dragnel. Et nous sommes une seule et même personne avec lui. Exactement. L'Élysée n'était pas très content. Non, bien sûr, il a été obligé. Là, ça fait 2 fois qu'il s'explique. Ouais. L'Élysée et Matignon lui ont demandé de clarifier très rapidement sa position. Et d'ailleurs, André a 100% raison, je pense, sur l'analyse sur Laurent Nunez. Et à chaque fois qu'il sort de son rôle de technicien, on lui a demandé de faire le technicien à Beauvau. À chaque fois qu'il sort de son rôle, c'est ce qui s'est passé avec CNews. Il dit n'importe quoi. Ben oui, mais c'est inadmissible ce qu'ils ont dit sur CNews. Mais parce qu'il sait pas, c'est un autre métier. Inadmissible. Moi, je le dis tous les jours. Ils nous ont traité. Ils ont dit que les propos entendus sur cette chaîne étaient ignobles. Il a dit ça? Oui. Et Madame Pégard également et Monsieur. Madame Pégard, je l'avais vu. Ils ne se sont pas excusés auprès de nous? Non, personne ne s'excuse jamais. Gauthier Lebret va entrer. Écoutez ce que disait Marion Maréchal précisément sur l'islamo soumis. Voilà comment elle appelle Monsieur Nunez. Écoutez. Je pense qu'il y a dans notre pays l'islamo-gauchisme et les islamo-soumis, voilà, dont Monsieur Copé, dont Monsieur Copé fait partie, dont Monsieur Nunez fait partie. Ce sont des gens qui, finissent par s'accommoder aujourd'hui de l'avancée de l'islamisation. Jean-François Copé qui a dit, pardonnez-moi de vous interrompre, Marion Maréchal, interdire le port du voile aujourd'hui est une illusion, c'est trop tard. Il l'a dit sur RTL. Oui, il a même ajouté, il aurait fallu le faire il y a 25 ans. Alors c'est drôle parce que précisément il y a 25 ans, c'était son camp politique qui était au pouvoir avec Jacques Chirac, mais à l'époque ils n'ont précisément rien fait parce que Monsieur Copé, voyez-vous, c'est un homme qui, comme Monsieur Nunez, a accompagné toutes les étapes de l'immigration de masse et qui donc demain accompagnera toutes les étapes de l'islamisation et qui dans 25 ans, quand le djihad s'appliquera, nous expliquera, vous voyez, on peut rien faire contre eux.
c'est une position qu'on peut entendre. Oh oui. Et on recevra Jean-François Copé d'ailleurs la semaine prochaine. Quand Vous voulez être présent? Moi, je viens. Non, moi je suis pas C'est vrai? Ah oui, mais vous le connaissez bien. Non, mais je me mets en public, dans le public, vous inquiétez pas, vous me Il n'y a verrez pas de public. du matin. Il y a pas de. Je veux assister à ça en vrai, c'est tout. Il n'y a pas de public. J'ai hâte de vos retrouvailles. Mais non, mais il n'était pas content. J'avais écrit un papier un jour C'est dans le pour ça. journal du dimanche. Comme je me suis retrouvé à devoir entre vous deux pendant cet affrontement. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'il défendait les éoliennes, qu'il est l'avocat des éoliennes. Ouais. Et il avait répondu qu'on peut pas accuser un avocat de défendre des clients. Non, mais on peut considérer que si tu défends une société qui produit des éoliennes, tu es plutôt sensible aux arguments de développer l'éolien. Vous préparez très très bien ce prochain rendez-vous. Ouais, ça peut Bon, non, il y a quelque chose que je voulais vous dire qui est intéressant. Il y a le Festival de Cannes aujourd'hui, qui a dévoilé les différents candidats à la Palme d'Or. Et le film d'ouverture, ce sera La Bataille de Gaulle. Bon, c'est un film français. La Bataille de Gaulle, qui est un film hors compétition. Bon, première chose. Qui vient après le film Les Rayons et les Ombres, qui marche très bien, de Giannoli, qui est un film sur, on l'a dit, sur la période de la collaboration. Et en revanche, il y aura un film en compétition qui s'appelle Moulin, un film hongrois, mais avec Gilles Lelouch. Bon, et qui joue le rôle de Jean Moulin, et qui est un film quand même fortement français. Ce que je veux vous dire, c'est 3 films qui parlent de cette période. Les Anglais ont souvent fait des films historiques sur leur période. Nous, assez peu. Nous, on a présenté la dernière guerre plutôt sous l'angle de la Grande Vadrouille ou de Mais où est donc passée la 7e compagnie? Ben oui. Non, il y a eu section spéciale de Costa Gavras. Mais il y en a deux. Il y a la Comblucien. Oui, la Comblucien. Monsieur Klein. Monsieur Klein. L'Armée des Ombres. Et il y en a. L'Armée des Ombres. Bon, il y en a très peu. Et l'Armée des Ombres de Belleville. Mais chef-d'œuvre. Mais je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'il y en a très peu. Oui, mais si vous me permettez. Ce sont des chefs-d'œuvre. Ah oui. La Comblucien. Oui. Mais là, vous avez. Section spéciale de Costa Gavras, c'est un chef. Oui, mais vous avez 3 films. Oui, c'est vrai. Sur la même période. Tant mieux, tant mieux. Eh bien oui, tant mieux. Et notamment le film Moulin, Gilles Lelouch qui s'est préparé pour tourner ce film, qui en plus sera dans la compétition. Il y a un appétit, vous voyez, de voir. C'est comme il y avait Et aussi ce passé qui ne passe pas. Oui, aussi. Et l'époque où nous avions encore des convictions. Il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, tournent autour de ça. Et je trouvais ça intéressant de vous. Il y a quand même quelque chose qui est problématique, c'est que moi, j'ai rien contre ces films et contre les chefs-d'œuvre qui ont été faits, mais on ne parle que de cette période, quasiment. En histoire. C'est-à-dire quand vous regardez la culture qu'on a en cinéma à propos de notre histoire et que vous la comparez par exemple avec celle des Américains, les Américains, il y a un Marines qui fait un geste héroïque dans un train, il y a 2 films qui sortent l'année suivante. C'est vrai. Nous, Beltrame, on attend encore, quoi. Non, mais les Anglais, mais bien sûr, moi je vous dis Pierre Messmer, par exemple. Pierre Messmer, ça serait un héros américain. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu une vente aux enchères aujourd'hui. Parce que René Château avait la plus belle collection, sans doute, du cinéma. Bon, il y a eu une vente aux enchères et Augustin Donadieu avait tourné ce qui s'est vendu. Et je vous propose de rêver un peu avec ce que vous allez voir avant de, non pas de nous dire adieu, mais avant de continuer avec Gauthier Lebret la soirée. Ça sera moins déchirant. Ces visiteurs ne viennent pas voir une simple collection, mais bel et bien une partie de l'histoire du cinéma français. Des milliers d'affiches, de photos et d'objets, toute une vie consacrée au 7e art, celle de René Château. Un collectionneur comme il en existe peu qui a fait entrer le cinéma dans les salons du monde entier, celui que l'on surnommait le roi de la VHS. Le roi de la VHS parce qu'à l'époque il sort un film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse, qui n'a bien sûr pas l'autorisation d'être projeté en salle, et lui trouve l'idée toute simple de la mettre en VHS et de la distribuer en VHS. Et donc, tout d'un coup, ce film interdit devient culte et tout le monde s'arrache dans les vidéoclubs et vont voir le samedi soir, chez soi, Massacre à la tronçonneuse. Au-delà de la vidéo, c'est surtout pour ces affiches que René Château a marqué les esprits. Des milliers de pièces, parfois uniques, véritables œuvres d'art qui racontent à elles seules toute une époque du cinéma, certaines avec une histoire singulière totalement imaginée par René Château lui-même. Ces photos ont été prises au moment du tournage de Borsalino. Ça n'a rien à voir avec Flic ou Voyou. Mais pour Château, le portrait de Belmondo, là, est parfait. Donc il va utiliser cette photo. Qu'importe si finalement dans le film, Belmondo n'a pas de casquette, personne ne le verra et personne ne l'a vu. Aujourd'hui, amateurs et curieux défilent pour découvrir ou redécouvrir ce trésor qui en fait rêver plus d'un. Il y a les affiches, les photos,
c'est extraordinaire pour moi, quoi, de les voir en vrai. Je suis pas ému, mais voilà, c'est splendide, tout simplement. Une collection mythique et un dernier hommage à celui qui aura toute sa vie fait vivre le cinéma autrement. 650 silos sont mis en vente aux enchères aujourd'hui. Voilà qui est intéressant. Et je lis que Canal+ est en mesure